Oui, entrez. Eh, salut mon gaillard! Eh, bonjour mon petit gars. Salut. Tu m'as ramené qui, là? Oh oui que je suis saisi, hein! Et ça c'est mon cousin, c'est Francis Ratignas, et bien de Bourdon. Il a fait tout le trajet juste pour me rendre visite. Ah ouais. Et je suppose que tu l'as ramené avec toi pour pas qu'il reste avec ta femme qui doit encore une fois être méchante comme une panthère mouillée. Mais t'as tout compris ma couille? Et puis, mon fils, il m'a tellement parlé de toi que je me suis dit, ah, fallait-il que je t'y rencontre, hein. Eh ben, bienvenue alors. Enfin, je pense. Et asseyez-vous. Alors Francis, toi aussi t'aimes bien les nanars franchouillards comme ton cousin? Ah, et peut-être que oui, peut-être que non, mais j'aime bien l'autre film aussi, hein. Ah, intéressant. Lesquels? Ah, moi, je suis très nanaritorien, tu sais. Les nanaritori. Ah, Tu vois poteau, je te l'ai dit, mon cousin c'est un bon gaillard. Il est souriant comme un opossum qui mange un bonbon. Ah oui, j'ai pas l'autre bonbon. ok. Et quoi alors comme nanar italien? Écoute, je vais t'y 5 films. 5 films, ils m'ont fait rire comme pas possible. Et je te jure, tu vas manger des nouvelles. Oh. J'ai rien compris. Je crois qu'il va te parler de 5 films. Bah, c'est ça. Get out of the car. Dans un monde dévasté par la guerre atomique, un aventurier dit Parsifal infiltre la ville de New York dirigée par la Eurax afin de venir en aide à la seule jeune femme féconde de la Terre. 2019, après la chute de New York, est un film franco-italien sorti en 1983 et réalisé par Sergio Martino, un réalisateur italien connu pour des films tels que L'étrange vice de Madame Vard, La queue du scorpion ou encore Torso. Bof, tout ça. Il a fait de meilleurs films, hein, comme Le Dieu Alligator, Le Continent des Hommes Poissons ou encore Atomic Cyborg. Alors pour ce dernier, je comptais sûrement en parler si j'arrive à relancer Jamais sans mon nanar. On est frémineux, ça. Eh, tu passerais à nous quand on piaudra. Bien sûr. Comme vous le savez depuis le temps, je porte un certain intérêt au cinéma bis, mais je dois reconnaître que 2019 n'entre pas dans le même genre de film d'exploitation. Le film se caractérise par une réalisation assez médiocre, l'ensemble des explosions et des scènes d'action est assez mal foutu par exemple, les emprunts à d'autres films de genre comme New York 97, La course à la mort de l'an 2000 et Mad Max 2 notamment, sont nombreuses mais maladroites. Quoi? Arrête de grogner comme ça. Sergio, il a eu raison de faire ça. Ça montre juste qu'il connaît ses classiques et qu'il sait comment leur rendre hommage. Ouais, non, je pense pas. En plus, ils se créditent même pas avec leur vrai nom dans le film. Oh, c'est rien ça. Il a de la lumière dans la caboche. Comme ça, il y a personne qui lui cherche des emmerdes. En plus de cela, les acteurs jouent comme des tanches, notamment l'acteur principal Michael Sopkiv. Les maquillages sont hyper cheap et la bande originale inécoutable. Oh non, il est amer comme du chicoté, on dirait. Mais malgré le catalogue d'approximation, on rigole bien malgré tout devant ce nanar post-apocalyptique. Comble de l'hilarité fut atteint chez moi lorsque le président des États-Unis, interprété par Edmund Purdom, déclare son monologue le plus sérieusement du monde à un Parsifal sceptique. Ah ouais, je vois. Et ce moment, il m'a fait rire comme une vache qui pisse. On y retrouve tous les ingrédients kitsch du début des années 80. Le héros avec une tête de hard rocker, les méchants aux dégaines patibulaires, les décors de théâtre, la blonde cruche qui finit forcément dans les bras du héros. En même temps, les nénettes, ça doit servir qu'à ça, hein, à être sauvés par des beaux mâles comme nous. Bon, on va faire comme si j'avais rien entendu. Bah quoi, tu veux que je te répète? Bref, 2019 après la chute de New York est un adorable nanar qui chante avec nostalgie l'époque naïve des scénarios simples, des acteurs amateurs et des effets spéciaux artisanaux. Le film n'est techniquement pas bon, surtout 40 années plus tard, mais il est délicieux, clairement à découvrir pour tous les amateurs du genre. Mais j'avoue que celui-là, il me donne quand même envie. Ah bah je suis trop faux. Eh, à cette heure-ci, on va se diriger vers le Bronx.
Le Bronx des années 90 est devenu une zone interdite, refuge des criminels et des marginaux. Anne, une jeune fille de la bourgeoisie de Manhattan, s'y réfugie. Trash et ses riders la prennent sous leur protection. Les Guerriers du Bronx est un film italien sorti en 1982 et réalisé par Ezio G. Castellari, un réalisateur italien qui a sorti aussi d'autres nanars de légende tels que Les Nouveaux Barbares, La Mort au Large, Striker, mais aussi de grands films tels que Big Racket et Keoma. Keoma dont j'avais parlé dans un film pas oubliable sur les western spaghetti. Je mettrai le lien en description. Énième nanar post-apo italien, Ezio G. Castellari s'inspire fortement de ce qui se faisait à l'époque de l'autre côté de l'Atlantique, à savoir Les Guerriers de la Nuit de Walter Hill et New York 1997 de John Carpenter. Ça se voit pas du tout d'ailleurs. Autant être franc dès le début, il faut faire abstraction de l'intrigue et profiter du spectacle et des décors environnants, à savoir Brooklyn et le Bronx comme on ne les aura rarement vus. Les acteurs nous offrent eux aussi quelques surprises, notamment la présence de Fred Williamson et de Mark Gregory et de ses pectoraux luisants, chevauchant sa bécane comme un fier destrier. Vous êtes mes modèles, Mark Gregory. Il a des pecs qui font 2 fois la taille de mes cuisses. Il est aussi beau que mes cheveux de grenouille fendus en 4. J'aurais pas dit mieux. Attends, c'est des cheveux de grenouille? En revanche, il y a plusieurs moments ridicules, comme ce gang qui se déplace uniquement en dansant, dont le look est un mix entre les Droogies, les Basketball Furies dans le film de Warrior et des danseurs de cabaret. Je me dis que Castellari a voulu faire dans l'originalité, mais ça n'a aucun sens et c'est moche et ridicule. Les méchants ont pour nom l'ogre et hot dog, et les quelques véhicules qu'on voit semblent tout droit sortis de Pimp My Ride. Bah quoi, c'est cool, Pimp My Ride. C'est une de mes émissions préférées avec Tourner Manège. Ça m'a donné des idées pour pimper ma bagnole. Je confirme, regarde. Et couiné comme un toulou au colère, il est belle comme une nichon femelle. Eh ben, ça se voit que vous êtes de la même famille. Bref, Les Guerriers du Bronx est un nanar savoureux rempli de répliques cultes et de scènes ridiculement drôles. Le film aura droit à une suite avec les mêmes acteurs et le même réel. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo, donc affaire à suivre. Bon, c'est vrai que celui-là, il me tente bien aussi pour rire à bon coup. Hein. Et donc, t'as quoi d'autre, Francis? Mais oui, qui dirais-tu d'aller tuer des gros rideaux? Des quoi? Des gros rats. Ah, d'accord. Et voilà d'où sortait ce maudit rat qui s'est foutu de moi. Regarde, je viens de trouver toute sa famille. C'est plus la peine de s'en faire. Dans une ville abandonnée, les survivants de l'Holocauste nucléaire doivent se battre contre les rats qui pullulent, énormes et meurtriers. Mais la lutte s'avère inégale et les rats rescapés iront jusqu'au bout de l'horreur. Les Rats de Manhattan est un film franco-italien sorti en 1985 et réalisé par Bruno Mattei, un réalisateur légendaire qui nous aura pondu des grands films de série Z tels que Les 7 Gladiateurs, Pénitencier de femmes, Zombie 3, Robo War, encore son célèbre Virus Cannibale dont j'avais fait à J'ai pas ciné. Et le lien sera aussi en description. Les Rats de Manhattan est un pur joyau du nanar, à tel point qu'il est impossible d'en citer toutes les merveilles tant le film regorge de moments d'anthologie de cinéma mal branlés. Les effets spéciaux sont souvent approximatifs, comme ces rats mécaniques sur tapis roulant, qui même filmés dans le noir ne font pas illusion une seconde. Bon après c'est pas plus ridicule que dans le film Les Rats attaquent, hein, là où on avait déguisé des teckels en rats pour faire illusion. Ah bon? Bah t'as pas la tête et traite-moi d'idiot, parce que moi j'ai envie de le voir ce film. Oh, pas besoin de le dire, hein. Ça se voit que t'es idiot. Hein? Et continue comme ça et j'annule ton certificat de naissance. Oh mon dieu. Et je les ai fait rentrer à 2 cette fois-ci. Les dialogues sont parfois hilarants comme le dans ton cul que l'un des protagonistes adresse à des rats neurasthéniques qui l'agacent avec sa tronche. Les acteurs et actrices sont mauvais comme des cochons à l'image du personnage de Myrna interprété par la française Anne-Gisèle Glass qui est ici totalement hystérique à hurler de terreur en tapant des pieds. Eh ben franchement, cette nana elle ferait mieux de fermer sa boîte à camembert et de retourner à la cuisine, hein, parce que là, elle est aussi utile qu'une trappe dans un canoë. Ouais, je suis bien d'accord avec toi, cousin. Quant aux situations improbables, elles sont tellement nombreuses que le film en lui-même en est une. Entre la blague prénommée Chocolat qui danse comme une folle couverte de farine en chantant « Je suis blanche », le type bourré qui parle à son père mort au téléphone, les 2 blaireaux coincés dans un sac de couchage, les rats qui déplacent leurs cadavres pour le fun, le type mort qui se met à gonfler comme une baudruche au point de limite décoller du sol, c'est un inventaire surréaliste de poésie maladroite. Ah, j'avoue que tout ça, ça m'a fait bien marrer. Bah tu vois ma couille, t'en faire tirer la pouillette que t'avais dans le cul.
Si tu le dis. Bref, Les Rats de Manhattan est un classique du nanar comme seul Mattei en a le secret. Un vrai bon mauvais film est toujours préférable à un véritable mauvais bon film, et quitte à bien se marrer, je n'échangerai pas 10 minutes des Rats de Manhattan contre l'intégrale des films avec Kev Adams. Oh, calmos, t'as une araignée au plafond pour dire des trucs pareils? Ouais, c'est pour une araignée qu'il a, c'est carrément Spider-Man. Non, je suis sérieux là, je préfère ça que de me remettre sur un film de Kev Adams. Hein. Mais pourtant c'est cool son Aladdin. Il essaie de faire de la musique avec son truc dans le cul. J'ai essayé, mais j'avais pas mangé assez d'haricots pour ça. Oula. Bref, Francis, c'est quoi le suivant? Il dit voilà, ça te dirait un film avec un homme filet? Ok. Je sais pas dans quoi je m'embarque, mais ok. Un scientifique découvre un masque aztèque qui conte une légende sur un homme-dieu appelé Homme Puma. Le masque profané annonce également que l'homme Puma viendra venger cette profanation. Le masque aux mains du docteur Cobras permet de contrôler les esprits. Cobras, projetant de sombres dessins sur l'humanité, va tenter de déjouer l'homme Puma, qui s'avère être un paléontologue n'ayant pas encore conscience de ses pouvoirs hérités de son père. L'homme Puma est un film italien sorti en 1980 et réalisé par Alberto De Martino, un réalisateur italien connu pour des films de série B comme Holocauste 2000, Spécial Magnum ou encore Le Conseiller. Ouais, pas terrible. L'Homme Puma, c'est son meilleur film. Je dirais même que c'est un des meilleurs films de super-héros qui existent. L'Homme Puma est sans conteste l'un des summums des nanars. Au-delà d'un scénario exceptionnel, L'Homme Puma se distingue par sa réalisation et tout particulièrement par ses effets spéciaux, ou devrais-je dire son effet spécial. En effet, le film a la particularité de posséder le fond bleu le plus rentable de l'histoire du cinéma. Un studio, un mec suspendu à une corde, et hop, je te fais des scènes de vol les plus incroyables du cinéma. Mais c'est vrai, même moi je pourrais faire pareil. Et d'ailleurs Francis, une fois qu'on a fini, on va chercher une corde, un arbre, et on me balance pour faire pareil. Ouais, bonne idée, chef. Mais attention, il doit être droué comme un i pour que ça marche. Pour les scènes d'action, rajoutez un trampoline, des coups aussi synchro que les appels de balles de Brandao, un jeu d'acteurs au niveau du cinéma thaïlandais, y compris Donald Pleasance qui vient sans doute pour toucher son chèque, une musique qui va te donner envie de détruire des ascenseurs, et le tour est joué. Mention spéciale à l'effet goutte d'eau, qui a pour but de créer un effet de flou. Mon Dieu, mais même moi je serais capable de faire mieux. Oula, calmos mon gaillard, tu crois vraiment que le soleil se lève juste pour t'entendre chanter? Je sais pas de quoi tu parles vu qu'il fait moche dehors. Pas grave, termine. En conclusion, L'Homme Puma est un gigantesque nanar de luxe, idéal pour retrouver le moral après une déprime, parfait pour une soirée entre potes avec pizza et bière. Rien ne va dans ce film, mais ça on est à un point que c'est à se pisser de rire. À voir ou à revoir de toute urgence. Ah ouais, alors celui-là je le rattrape tout de suite. Heureux de t'entendre rire, l'ami. Et maintenant, je suis pressé d'entendre c'est quoi votre numéro 1. Mais juste avant ça, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner, c'est toujours super important pour le référencement. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez le bouton rejoindre et le Tipeee. Et c'est quoi le numéro 1? Attends, le dernier film serait comparé à du pernifleur. Si c'est glacé, ça te tranche le ventre. Mais à bonne température, ça te descend dans les boyaux comme la rosée du matin sous les feuilles. Ok, c'est très joli ce que tu viens de dire. Tu peux lancer le film. Mais qu'est-ce que c'est? Des monstres! Ils vont nous tuer! Il faut fuir! Mais non, ça va aller. Un petit garçon convaincu de l'existence de trolls maléfiques tente d'en avertir son entourage. Mais personne ne semble s'en inquiéter et sa famille l'envoie avec sa sœur dans une petite ville appelée Nilbog où des choses terrifiantes vont advenir. Troll 2 est un film italo-américain sorti en 1990 et réalisé par Claudio Fragazzo, un grand collaborateur de Bruno Mattei qui aura réalisé un paquet de séries Z lui aussi, parmi lesquelles sa co-réalisation pour Virus Cannibal, mais aussi Monster Dog, Zombie Cat After Death ou encore Au-delà des ténèbres, plus connu sous le nom de la Casa 5. Oh my god! Je crois
crois qu'on a vraiment ouvert la boîte de Pandore sur ce coup-là. Dans l'histoire des pires films de cinéma, on a eu des mastodontes comme Plan 9 from Outer Space, The Room, L'incroyable Bulk, Birdemic, et on a eu aussi Troll 2 de Claudio Fragazzo qui officie sous le pseudonyme ici de Drake Floyd. Cette vraie fausse suite de Troll est produite par Joe D'Amato, qui officiera lui ici sous le nom de David Hills, et tournée aux USA avec une équipe technique 100% italienne parlant un anglais niveau 4e, avec des comédiens débutants venus au départ pour être figurants et ne bitant pas un seul mot d'italien. Et ben ça commence bien. Ouais, j'avoue que ça a autant de sens que les nichons d'un taureau. Mais en même temps, les gros nichons, c'est tellement le pied. Dis-moi, t'es chaud que je t'ai pas fait un rond, mon petit beau-fils? Ah non? Mais je prendrais bien une petite binouse après ça, maintenant que tu le dis. Le film possède tout de même de sérieux arguments pour devenir un maître étalon du nanar. Le film est devenu culte en grande partie grâce à des mèmes YouTube. Comme le premier film dont tu m'as parlé tout à l'heure. Et d'ailleurs, ce qui est trop drôle, c'est que le réal, il pensait faire un très bon film et il était consterné à la première diffusion dans la salle quand il a vu tout le monde mort de rire, quoi. Oh, l'idiot! Il doit être brûlé pour te poster ça! Ouais, j'avoue, hein. Il est si bête que je crois qu'il arriverait même pas à pisser dans une botte avec les instructions écrites sur le talon. Pour une fois, je suis d'accord avec vous, les gars. Troll 2 est certes un fabuleux nanar de compétition, mais le script de Russella Drudi, sorte de cauchemar vegan, prend une amusante connotation prophétique avec certaines préoccupations de notre époque. La bouffe occupe une part très importante de Troll 2, et c'est même le nerf de la guerre d'un film dont le message pourrait être Green Power, manger bio et manger des légumes. Après, pourquoi nos créatures véganes mangent-ils des humains transformés en une gelée qui ressemble à une gerbe d'écolo et non des feuilles, de la mousse et des glands? Vous irez demander à Claudio. Comme dit précédemment, l'intégralité du casting est fait de gens qui venaient au départ pour être des figurants. En tout cas, pour 95% des comédiens, il s'agit de leur tout premier et parfois dernier rôle, et franchement, ça se voit un petit peu, d'autant plus que le scénario, les dialogues et la direction d'acteurs sont faits, n'oublions pas, par des Italiens pas toujours très à l'aise avec l'anglais. Tout d'abord, il y a le jeune Michael Paul Stephenson qui incarne Joshua, un gamin tellement insupportable et tête à claque que l'on voudrait qu'il meure immédiatement dans d'atroces souffrances. Et pourtant, j'en ai vu des gamins insupportables. Mais c'est vrai que là, c'est le pompon. La jeune Connie McFarland interprète Holly, l'adolescente rebelle de la famille qui nous gratifiera d'une formidable et très drôle chorégraphie type Flashdance face à un miroir avant d'être interrompue par le fantôme du grand-père interprété par Robert Ormsby. Et la palme du cabotinage en roue libre revient incontestablement à Deborah Reed dans le rôle de la sorcière Credence Leonore Gielgud, dont les grimaces et les gesticulations feront passer l'huile funeste pour un modèle de sobriété. Oh là, l'idiot! Ah, je ferais bien jeter connu après ça. Et cette remarque, cette comparaison, ça m'a bien remué. Et puis j'aurais aussi une pensée tout émue pour les figurants anonymes condamnés à bouffer de la gelée verte afin de jouer des gobelins hideux sous des masques inexpressifs en carton-pâte avec des fringues en toile de jute qui grattent le derrière vu comme ils gesticulent quand ils bougent. Le reste, je vous laisse le découvrir car le film ressemble à un puits de conneries sans fond, mais tellement délectable. Ah ouais, quand même. C'est vrai que les gobelins, ils ont pas des fringues de qualité. Je suis presque sûr que sur les BC, on verrait clair dans la terre promise. En conclusion, on est devant le saint graal du nanar, la plus marrante des comédies involontaires. Un film à revoir encore et qui, 20 ans après sa sortie, aura droit à son documentaire Best Worst Movie, qui sera réalisé par Michael Paul Stephenson et qui revient sur le phénomène Troll 2 devenu culte aux USA. Documentaire que j'ai pas encore vu et qu'il faut vraiment que je rattrape. Eh ben, merci les gars pour ces découvertes. Y a pas de problème, ma couille. Eh ben, moi, ça me fait bien plaisir. Ça prouve que t'es chaud dans la carcasse. Bonjour. Je savais pas qu'on recevait aujourd'hui. Ah bah bonjour ma petite dame. Le fils, il nous a tellement causé de vous. Ouais, tellement excité de vous voir enfin en chair et en os, poupée. Poupée? Ouais, non, Bofi, là je crois qu'il vaudrait mieux que tu te taises en fait. Bah quoi? J'ai rien dit. Je l'ai juste appelée poupée. C'est pas comme si je lui avais dit qu'elle était bonne, hein? Je vais me tenir quand même. Bouge pas, toi. Tu vas prendre cher. Il m'appelle plus jamais poupée. D'accord, dame. Ben en même temps, je t'avais prévenu. Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien.